Solutions Patrimoine avec Olivier Dagenac, responsable de l'ingénierie patrimoniale et financière de Viplus. On va donc parler, Olivier, du sujet dont on aurait pu parler l'an dernier sur notre dernière émission, la loi de finances pour 2025. Elle a enfin été votée. Est-ce qu'elle contient quelques bonnes nouvelles, Olivier ? Bonjour Jean-François. Oui, il y a quand même quelques bonnes nouvelles dans cette loi de finances. Alors lesquelles ? Alors, elles ne sont pas pléthores, donc on va pouvoir quand même les annoncer. La première bonne nouvelle, c'est la prorogation de l'abattement pour le départ à la retraite. Le 150 zéro déterre, le 500 000 euros d'abattement, il est prorogé jusqu'en 2031. Donc ça nous donne de la visibilité. Exactement. Et on aime bien ça. Voilà. Bon. Deuxième petite bonne nouvelle, c'est la hausse du barème de l'impôt sur le revenu, plus 1,8%. Ça a évité à 300 000 Français de payer des impôts. On peut considérer que c'est une bonne nouvelle. Troisième bonne nouvelle, ce sont des mesures qui sont destinées à nos amis agriculteurs, avec des spécificités sur les donations, sur les transmissions, sur les exonérations de taxes foncières, beaucoup de mesures ciblées pour les agriculteurs. Alors, je voudrais qu'on regarde maintenant, si vous le voulez bien, Olivier, ce qui va se passer du côté immobilier, avec déjà un premier élément qui peut toucher tous les gens dans le cadre de transactions, c'est l'augmentation possible des droits de mutation à titre onéreux. Alors, les droits de mutation à titre onéreux, qu'on appelle vulgairement des frais de notaire, vont avoir une possibilité d'être augmentés par les départements de 0,5%. Il faut que le département vote la mesure. Il y a déjà de très nombreux départements qui ont levé la main, notamment sur Paris. On a dit oui, on veut les plus 0,5 parce que on a des difficultés financières. Donc, ça, c'est le premier point. Ça va augmenter à partir des transactions qui ont lieu cette année. Vers chez vous, dans le 22, les Côtes d'Armor, ça va donner Alors, quoi ? nous, on a un département qui a dit qu'il n'augmenterait pas. Voilà. Ouais. Il y a, je crois, 3 départements qui ont refusé d'augmenter. La Corrèze en fait partie. Ok. Maintenant, on continue sur l'immobilier. Avec une mesure pour tenter justement de redynamiser le marché immobilier, notamment l'acquisition de la résidence principale. Nous avions déjà connu cette mesure il y a quelques années de cela. Et là, le législateur vient de remettre en place les abattements de 100 000 euros à destination des enfants pour qu'ils acquièrent leur résidence principale. Donc, chaque parent peut donner 100 000 euros à son enfant dans la limite de 300 000 euros. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les 2 parents plus un oncle, une tante qui dotent l'enfant pour acquérir un bien immobilier qui va constituer sa résidence principale ou pour réaliser des travaux dans sa résidence, des travaux de rénovation énergétique. Attention, c'est l'acquisition d'une résidence principale d'un logement neuf ou en VFA. C'est pas n'importe quel logement. Question, est-ce qu'il y a un risque civil là-dessus ? Parce que c'est le genre de mesure fiscale où on dit « Ah ouais, c'est génial, on donne à un enfant ». Enfin, on sait tous que sur les histoires de donation, on repose sur 2 codes. Le code général des impôts et le code civil. Vous avez tout à fait raison. Le donner à un enfant, eh bien, ça génère une inéquité vis-à-vis des autres. Et il semble peu probable que tous les enfants acquièrent leur résidence principale en même temps. Donc, il va falloir, au niveau civil, rééquilibrer ces donations qui sont utilisées, on le sait bien, par les Français, surtout par le tropisme fiscal. Je veux des abattements, je veux pas payer des droits. Mais dans les faits, l'équilibre des transmissions est tout aussi important. Alors, on continue notre tour de piste immobilier. Le meublé, là, ça rigole pas. On continue sur les mauvaises nouvelles sur le meublé. On avait vu la réduction du micro-BIC l'année dernière à travers la loi destinée à ce type de location. Et là, à travers la loi de finances, eh bien, on a la réintégration des amortissements qui ont été réalisés dans ces revenus meublés. C'est-à-dire qu'au moment de la cession du bien immobilier, les abattements sont toujours disponibles. C'est-à-dire que si vous cédez votre bien immobilier après 30 ans, votre bien est totalement exonéré de plus-value. Mais si vous cédez après 10 ans, eh bien, on va réintégrer 10 ans d'amortissement que vous avez réalisé. Donc, il est possible que vous cédiez un bien le même prix que vous l'avez acheté et pourtant que vous soyez
imposés à l'impôt de plus-value au taux de 19%, plus à la CSG au taux de 17,2%. D'accord. Quand on dit réintégrer, ça veut dire en pratique qu'on abaisse le prix de revient et donc qu'on augmente la plus-value et qu'on augmente de ce fait la plus-value taxable. Juste petite question, parce qu'on a le sentiment, je ne sais pas si les textes ont été bien faits ou pas bien faits, quand on était dans un régime micro, qui incluait partiellement de l'amortissement, j'imagine, on va faire comment ? Alors, c'est une question piège, on veut le dire, parce qu'aujourd'hui, il y a deux points de vue sur cette question. D'un côté, certains pensent, dont moi, que quand vous étiez au régime micro, c'est l'article 50 du Code général des impôts qui nous dit que le régime micro comprend une partie d'amortissement. Donc l'administration pourrait la réintégrer au moment de la cession. Et une autre partie de la doctrine estime que le régime micro ne va pas être impacté par cette réintégration des amortissements. On attend les premières sessions de LMNP pour savoir exactement la position de l'administration fiscale. Détrompez-vous, Olivier, des questions pièges, j'en ai d'autres. J'en ai une qui commence par 4 initiales, CDHR. Quesaco ? Contribution différentielle sur les hauts revenus, une nouvelle taxe, un nouvel impôt, c'est un impôt. C'est le cousin ou la cousine de la CEHR, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui, je vous le rappelle, est une contribution temporaire, le temps que les finances publiques retrouvent leur équilibre, et à partir de là, elle disparaîtra. Donc, nous avons maintenant la CDHR qui va amener vraiment des difficultés pour être réglées de la part des contribuables. Qui est concerné ? Alors, une petite partie de la population, les gens qui gagnent plus de 250 000 euros pour un célibataire ou 500 000 pour un couple, donc chez les journalistes c'est commun, mais dans la population française c'est quand même assez réduit. Voilà. Ok, ces chiffres-là, c'est exactement les mêmes que pour la cotisation exceptionnelle. Est-ce que pour autant c'est la même base ? Non, c'est là que ça se complique. C'est-à-dire que c'est basé sur le RFR, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. La CDHR, c'est basé sur aussi le RFR, mais un revenu fiscal de référence retraité, auquel on va rajouter des revenus et auquel on va diminuer ou soustraire d'autres sources de revenus. Ok, grosso modo, la CDHR, j'aurais presque tendance à dire que c'est un plafonnement à l'envers, mais pour autant, des plafonnements, il y en a qui existent, notamment le plafonnement de l'IFI. On va s'y retrouver comment ? Parce que on va avoir IFI, on va avoir cotisation exceptionnelle, on va avoir contribution différente. C'est une excellente remarque et il faut bien comprendre que la contribution différentielle sur les hauts revenus, c'est au contribuable de la verser au mois de décembre d'après ses calculs. Ça, c'est la première des choses. Deuxième point, vous parliez du plafonnement IFI. Dans le plafonnement IFI, il y a la CSG qui a été payée. Dans la contribution différentielle sur les hauts revenus, la CSG n'entre pas dans l'impôt que vous avez payé. Donc, il va vraiment falloir être fin dans l'analyse. Ok, donc comme d'habitude, on constate que la fiscalité française est compliquée. Les CGP peuvent vous appeler pour avoir des précisions quand ils doivent traiter des cas. Alors, ils peuvent toujours tenter de nous appeler. Ça, vous avez raison. Ok, dernière question. 2026 s'annonce comment le budget ? Parce que là, on est content d'en avoir un, mais est-ce qu'on considère qu'il a été bien fait ? Alors là, je ne sais pas s'il a été bien fait, mais ce qui est assez étonnant, c'est que la veille de la publication de la loi de finances pour 2025, la Cour des comptes avait rendu un avis sur les dépassements du budget et le trou de plus de 6% dans le déficit public, et avait indiqué que la majorité des efforts qui étaient demandés aux Français et pas aux administrations pour réduire les dépenses. Il semblerait qu'on soit parti sur la même ligne pour 2026. Olivier Dagenac, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour Solutions Patrimoine. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site Et Plus Encore, mais également sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également la retrouver en podcast sur votre plateforme préférée. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. On parlera CPI. Salut.